Alors, cette vidéo sera la suite parce que j'ai trouvé de nouveaux éléments pour la compléter ou l'affiner. La suite de cette vidéo, nouvelle étape à franchir avec courage pour la République. Point d'interrogation. Donc, je signale d'ailleurs que j'ai laissé 4 commentaires pour compléter aussi sous cette vidéo. Et donc, il y aura en plus, là, je vais marquer certainement le titre 1 et marquerai le même titre avec 2. Donc, il y aura 2 vidéos sur la même réflexion, le même sujet. Donc, cette vidéo que vous êtes en train d'écouter, c'est la suite de celle-ci. Alors, on a pu voir que, bon là c'est BFM je crois, voilà. Academia Christiana, Darmanin va demander la dissolution du mouvement catholique traditionnaliste. Donc ça, j'ai dit que c'était à la suite, je l'ai déjà dit. Donc, Academia Christiana, Darmanin va demander la dissolution du mouvement catholique traditionnaliste. On est aujourd'hui le 12 décembre, c'était hier ou avant-hier, 12 décembre 2023. Alors, il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais j'ai vu cette réaction d'Alexandre Juvin-Brunet, qui est assez connu. Voilà. Bon, il n'en parle pas, hein, mais je présume que c'est un rapport avec ça. Enfin, je suis pratiquement sûr. Donc, il a laissé, euh, donc il y a un jour, ce propos. Pourquoi pourchasser le catholicisme? Parce qu'une autre religion en a décidé. Et je vous faites pause, je vous laisse lire. Si vous voulez lire la suite, attention, je vous laisse 3 secondes pour faire pause si vous voulez lire la suite, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, en tout cas dans cette vidéo. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez lu la suite ou quoi, mais ce qui m'intéresse c'est pourquoi pourchasser le catholicisme. Bon, déjà c'est pas le catholicisme apparemment complètement qui pourchassait, mais alors j'ai vu qu'on ne nous donne pas trop les éléments. Bon, il y a certains soupçons ou éléments, mais on ne donne pas les éléments, tous les éléments clairement. Mais bon, je juge ni l'un ni les autres pour l'instant. Donc, alors, Alexandre Juvin-Brunet marque pourquoi pourchasser le catholicisme. Parce que notre religion en a décidé. Alors, et il montre Macron avec euh, l'étoile de David. Donc, on peut présumer qu'il parle quand il dit parce qu'une autre religion en a décidé. De la religion juive ou judaïque, vraiment. La religion, le judaïsme. Bon. Donc on sait que ils sont très peu nombreux, les juifs, donc ça peut fragiliser certaines personnes, mais bon, c'est pas le sujet là. Mais c'est lui, hein, c'est lui, et je ne vais pas juger parce que, soyez tranquille, vous verrez que, parce que je le trouve assez courageux quelque part, je pense qu'il se trompe. Je vais l'expliquer là, parce que je ne me rappelle plus trop ce que j'ai dit. Donc, on va continuer d'abord avec Alexandre Juvin. Donc, sur son groupe, en tout cas YouTube et Twitter ou X, je ne me rappelle plus, comme on doit le nommer, il explique la même chose. Pourquoi pourchasser le catholicisme? Là, on est sur Twitter ou X. Parce qu'une autre religion en a décidé. Il a oublié un point d'interrogation. Donc, il écrit la même chose sur YouTube que sur Twitter, avec la photo et l'étoile de David, bon, apparemment, donc c'est ça qu'il veut dire. Ah, si on clique. Ah, sur YouTube, oui. Sur YouTube, on ne peut pas cliquer sur la photo. Mais sur Twitter, quand on clique sur la photo, voilà, c'est bien ça alors, dont il parlait. Donc, eh ben voilà, bon, les choses sont plus claires. C'est bien de ça dont il parlait. Bon. Et donc, voilà. Le truc que je lui dirais
euh, Monsieur Juvin Brunet. C'est Juvin Brunet, c'est comme ça qu'on... Monsieur Juvin Brunet. euh, ben, on n'attaque pas une autre religion pour se défendre la sienne, ou qu'on estime que la sienne est attaquée. Je vais prendre mon temps là cette fois-ci, même si ce n'est pas préparé, mais il y a des choses qui sont préparées quand même. Donc je répète, on n'attaque pas une religion pour se défendre quand on estime que la sienne est attaquée. Mais on la défend avant, sincèrement et réellement le mieux possible, avec conviction véritable et en vue de l'excellence. D'ailleurs, la Bible nous dit de ne pas juger, de juger que les nôtres. Hein. Il y a un passage biblique, Paul il revient, il dit attendez, vous n'avez pas compris là. Je vous ai dit juste avant de ne pas être avec les voleurs, les médisants, etc. etc. Euh, c'est un peu, comment dire, j'interprète un petit peu ce passage biblique, mais c'est à peu près comme Paul dit attendez, vous m'avez pas compris les gars. Ceux qui sont les sous, ceux qui sont tout le temps sous, qui se comportent mal, quoi, en gros, hein, qui volent, qui se médisent. Mais je parlais des gens de l'église qui se comportent comme ça. Je vous demande de ne même pas manger avec eux. Les gens de l'extérieur de l'église qui sont comme ça, si vous avez besoin, en gros, hein, je parle de faire des affaires ou des sociales, vous n'avez pas à les juger, ils ne sont pas chrétiens. Enfin, Dieu les jugera, dit Paul. Euh, Par contre, dans 1 Pierre 3,15, on voit qu'on doit être toujours prêt de débattre en public, avec tous, pas qu'avec les chrétiens, pour euh, prouver notre foi, ou en tout cas de rendre compte de notre foi. Hein. Donc, on n'attaque pas une autre religion en tant que chrétien pour défendre la sienne. Mais on fait en sorte, avant d'être parfait, enfin, dans le but évidemment, je ne vais pas demander ce que moi, je suis certainement pas capable d'obtenir ni demain ni après-demain, mais on doit s'efforcer à l'être de plus en plus. Soi et sa foi, hein, enfin en tout cas soi. Et pourquoi pas sa religion dite chrétienne aussi, il y en a beaucoup, je le signale. Hein. Bon, alors si on prétend que c'est le catholicisme la seule vraie, mais alors, j'ai marqué en bas, des délurés, c'est pas méchant, mais comme parfois certains sont visés, ou peut-être que moi je l'ai été aussi, on est obligé d'expliquer, c'est pas pour montrer du doigt, mais quand on l'a été peut-être injustement, on est obligé de le dire. Des délurés ou des fadas dans leur façon d'exprimer leur dite foi, il en existe aussi beaucoup dans la dite église catholique. Je veux éviter de les montrer, et parfois dans les commentaires sur YouTube, les autres catholiques voient qu'il y a un problème, mais les soutiennent quand même. Si vous voulez que j'expose, je pense que je les flouterai quand même, que je vous démontre, je pense qu'il faudra être fada pour prétendre vouloir de dire que ces catholiques, parfois soutenus par d'autres en commentaire, sont, oui, mais moins fada, ou c'est pas moi qui veux parler comme ça. C'est certains cathos qui parlent comme ça. Donc c'est par rapport à cela que j'emploie ces termes. Je suis pas là pour juger. Des délurés ou des fadas, n'importe qui, enfin, il me semble, hein, ces vidéos de ces gens-là mis là, que j'aurais pu mettre à la suite, j'engagerai par la suite n'importe qui à dire publiquement et filmer que ces gens-là sont pas fadas, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Et pourtant, ils se disent haut et fort catholiques. Ces gens dans ces vidéos que on peut considérer, et ça c'est pas moi qui vais en parler, c'est qu'on m'a obligé d'en parler, des gens qui sont, pas qui sont fous parce que je suis pas là pour juger, mais qui peuvent être perçus comme fous ou délurés. Des catholiques, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'on ne me pousse pas. Parce que ça sera. J'ai dit qu'ils le sont perçus, qu'ils peuvent être perçus. Et autant que n'importe qui. D'autres religions. Voilà. Attention. Donc,
Alors, on n'attaque pas notre religion pour défendre la sienne, parce qu'elle nous tient à cœur. Je regarde où ça tourne. Je continue, vous inquiétez pas. Donc, bon, on va continuer. Donc, ce qui m'intéresse quand même, quand on va sur le site de Academia Christiana, c'est ça? Academia Christiana. Je suis contre qu'il soit injustement traité, hein. Par contre, évidemment. Bon, ce qui m'intéresse, c'est qu'il parle de ce sujet qui tiennent à l'état de droit dans leur communiqué par rapport à cette décision ou prétendue décision ou future décision. Je constate. Ça me fait plaisir. Bon, pourquoi je dis que... Parce que déjà c'est ridicule, on n'attaque pas une religion quand on sent la sienne, je vois pas. Il faut viser l'excellence. Hein. Auparavant, avant. Et montrer du doigt peut-être les gens qui prétendent être adeptes de cette religion et qui se comportent mal ou qui ne visent pas l'excellence. Enfin, il me semble, hein, quand je lis le Nouveau Testament, de Pierre chapitre 1, verset 5 à 7, 1 Timothée 1, 19, peut-être Hébreux 6, verset 1 à 4, et bien d'autres. Il me semble, hein, maintenant les commentaires sont ouverts. C'est comme ça qu'on défend sa foi chrétienne. Je suis chrétien sans religion, et certainement pas anticatholique. Je suis français au plus loin que je puisse voir, donc peut-être certainement il y a de grandes chances. Autant de Jeanne d'Arc, mes ancêtres étaient déjà là. Et donc, je rappelle que Jeanne d'Arc était là avant le protestantisme. Donc, je suis français. Mes aïeux se sont battus pour la France. Je peux le prouver, je l'ai prouvé dans une vidéo. La Première, Deuxième Guerre mondiale et certainement avant. Et ont servi le pays sous les rois, les empereurs et les républiques. Donc, pas le pays, les citoyens, je veux dire. Je préfère, je sais pas pourquoi. Donc, et Dieu, oui, je peux le dire en tant que protestant, parce qu'elle était avant les protestantismes. Dieu a fait que Jeanne d'Arc sauve la France, quelque part. Et je rends gloire à Dieu. Enfin, j'aime pas trop. Par la grâce de Dieu, hein, disons. Et j'en suis fort aise et très heureux de cela. Donc on peut se retrouver avec les catholiques là-dessus. Et je ne suis pas anticatholique. Et je suis émerveillé par beaucoup de catholiques. Donc voilà. Mais on ne défend pas sa religion en attaquant d'autres, je crois pas. Bon, ça n'a pas trop déplu à certains catholiques que des organismes qui luttaient contre les sectes. J'ai un document qui montre que des sociologues disent qu'il n'y a rien de plus de diffamant en société de dire qu'on fait que certaines institutions disent qu'un tel ou un tel groupe fait partie d'une secte. Je ne suis pas évangélique. Il y a des dérives chez les évangéliques, je l'ai déjà dit, sur ma chaîne YouTube, à plusieurs reprises, et même d'autres chaînes YouTube et groupes Facebook. Mais c'est quand même assez fort. Ça n'a pas trop dérangé apparemment des catholiques, là, il y a bien marqué secte. Hein. Il y a des filles sectes. Il paraît-il même des catholiques en étaient même heureux. Et d'ailleurs, ça amenait même jusque ça, où ce monsieur a enlevé sa vidéo, mais elle a été vue par au moins 2500 personnes. Ça c'est sur la... Je fais voir cette vidéo YouTube dans ma vidéo, dans la 1.
de nouvelles étapes à franchir avec courage pour la République française, point d'interrogation. Là, ce sera le 1, je vais rajouter 1 ici. Puis là, celle que vous êtes en train d'écouter, c'est la 2. Et je monte sur YouTube de David Vincent qui laissait entendre que les évangéliques, apparemment, en France, excusez-moi, peut-être il y en a, mais la France aussi, avec une secte vietnamienne, avait fait affaire à l'armée française pour... bon, je suis contre toutes ces choses-là. Mais ça peut amener aussi, je parle là des évangéliques, même si je ne le suis pas, comme les catholiques, je ne suis pas anti-évangile ni anti-catholique. Je suis chrétien, on verra par la suite. Euh, vers, vers quoi mon cheminement chrétien m'amènera, mais sans religion, sans dénomination. Donc, on a pu voir quelques années, en 2017, l'UNADFI, qui lutte contre les sectes. Maintenant, ils disent les dérives, mais au début, c'était les sectes. Donc, que les évangéliques étaient visés en 2017, et qu'en 2019, on a vu, enfin, même avant, hein, une vidéo de monsieur David Vincent. YouTube, il a enlevé sa vidéo, mais je l'ai, moi, et il y a eu au moins 2500 personnes qui l'ont vu, et personne n'a dit que c'était bête ce qu'ils disaient. Et je confirme que c'est vrai dans la vie. Il y a tendance, en France, que même de la haute administration, qu'on ait pu viser certains évangéliques en disant qu'ils sont des vendus aux États-Unis et qui font partie de la CIA. Dans cette vidéo, on voit qu'il y a le drapeau français à un moment donné. Hein, voilà. Là, on voit qu'il y a le drapeau français. Au-dessus de lui, il dit non, non, je ne suis pas un agent de la CIA. Il dit que ça peut être dangereux, effectivement. Ils prétendent que des Français sont des vendus, des agents de la CIA. Hein. Ça n'a pas l'air trop de déranger, ou ça n'a pas trop dérangé beaucoup de catholiques, apparemment. Alors qu'il y en est très bien. Je condamne ça. Moi, j'ai d'autres propositions à la fin de cette vidéo, vous verrez. Enfin, évidemment, je suis pour le débat entre les États-Unis et la France, il doit y avoir débat. Hein. Bon. Mais là, il dit non, je ne suis pas. Ce monsieur dit, je ne suis pas un agent de la CIA. Et c'est une affabulation ou une donnée, hein, parce que Jean Guénaud a dit il n'y a pas longtemps que dans des moments difficiles, les sociétés humaines ont toujours eu besoin de boucs émissaires. Donc il faut faire attention. Et là, chacun verra dans sa vidéo. Il y a une autre vidéo qu'il a laissée où il en reparle sur sa chaîne YouTube. Il s'appelle David Vincent, sa chaîne YouTube. Bon. Mais plus courtement, celle-là a été explicitement dédiée à cette chose-là, qu'on prétend que tous les évangéliques en France sont des vendus à la CIA, ou des agents de la CIA. Là, il dit, quand on tape dans Google, on voit que la vidéo, elle existe, mais quand on clique dessus, elle n'y est plus. Mais qu'elle a existé, oui, on le voit. Mais dans une autre vidéo, il en parle quand même, et il a laissé cette vidéo plus courtement. Donc, cette vidéo, c'était réponse à Alain Soral, les évangéliques sont-ils des agents de la CIA? Point d'interrogation. Voilà. C'est pas une petite accusation. Hein. Et il explique que bien sûr que non. Et je confirme que c'est souvent dit ça. Hein. Donc je veux bien, moi je trouve Monsieur Juvin Brunet assez courageux par rapport aux droits et libertés fondamentales. Donc je suis ravi qu'il veuille les défendre comme Academia Christiana. Apparemment, enfin, moi je ne les connais pas. Hein. Donc là c'est une des parties d'expérience de Monsieur Juvin Brunet que l'on voit sur comment ça on dit, LinkedIn. LinkedIn. L'annuaire ou le site des professionnels. Bon là c'est quoi? C'est l'expérience de monsieur Juvin Brunet, hein, qui a laissé
ce truc. Il était gendarme, on voit. Et puis, il a même des recommandations d'autres gendarmes. Moi, j'ai eu affaire à un gendarme qui, certainement, humainement, je bénis Dieu et supérieur à moi, humainement parlant. Moi, je dois m'obliger à m'améliorer. Hein. Donc, je ne juge pas. Mais on peut voir que, par exemple, monsieur Julien Brunet, à l'une des filles qui s'occupe des sectes ou catégoriser les gens comme sectes, comme les évangéliques en 2017, bien là, en 2023, 1er janvier 2023, monsieur Julien Brunet est sur ce site qui s'occupe de sectes. Comment dire? Je ne sais pas quoi dire de tout ça, moi. Sérieusement, ça me dépasse. Alors, j'encourage de... je pense que pour que le pays s'améliore, il y a des choses que j'estime. Alors, on peut ne pas être d'accord sur tout ce que je dis, mais sur la vidéo 1, nouvelle étape à franchir avec courage pour la République française, point d'interrogation. Surtout par rapport à ce sondage que vous voyez là, vous le verrez mieux. Et j'explique en commentaire que j'avais déjà fait 2 propositions auparavant, que je vais parler à la fin de cette vidéo, dans les commentaires de la vidéo 1, celle que vous entendez actuellement, je répète, sera la seconde. Alors, monsieur Julien Brunet, juste, je rappelle que monsieur Éric Zemmour, sur sa page Facebook, a parlé de cette affaire. Mais il faut actualiser. Gérard Darmanin annonce la dissolution d'Academia. Il a donc, monsieur Éric Zemmour, a passé le lien du Figaro qui parle de ça. Gérard Darmanin annonce la dissolution d'Academia Christiana, un mouvement catholique traditionnaliste, et monsieur Éric Zemmour, qui est juif, alors c'est un petit peu compliqué à comprendre, peut-être pour nous, je ne sais pas, qui est juif, donc sur son site Facebook, enfin, il y a quand même pas mal d'abonnés, hein. Et il est dit, l'état de droit chez Darmanin, ce n'est pas pouvoir expulser des djihadistes, ne pas tirer sur des criminels qui menacent la police, ne pas dissoudre la Jeune Garde, c'est un mouvement d'extrême gauche, la Jeune Garde, laisser prospérer les Français musulmans, mais pouvoir dissoudre des associations pacifiques en claquant des doigts. Voilà ce que dit Éric Zemmour hier. Donc, malgré qu'il soit juif, il a l'air de plutôt être contre cette dissolution. Je dis plutôt. Et il le fait savoir publiquement. Donc c'est compliqué un petit peu hein, pour le simple citoyen français hein. Alors, par rapport à la première vidéo, il y a d'autres choses que j'ai à dire et que je dis dans la première vidéo 1 et que j'ai des choses à rajouter. À un moment donné, je parle de ça. Vous faites pause. Je vais laisser 3 secondes et je continue le propos si vous voulez lire ce qui a marqué là. Mais ça y est déjà dans la première vidéo. Voilà. Donc je reprends. Donc autre chose par rapport à la vidéo 1 que je veux rajouter, par rapport à ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui laissait entendre que
Le 4 décembre, c'était lundi. Donc, par rapport à celui qui a tué un touriste allemand, je crois que c'était un samedi euh, ou dimanche de 3 décembre 2023, il a laissé entendre que, et là, je vous répète, voir ma première vidéo, la une, donc Mélenchon avait laissé entendre que la personne était délirante, et moi j'estime parce qu'elle était croyante, et là musulmane, et donc qu'elle avait un problème psychiatrique. Je dis certaines choses dans la première vidéo, allez le voir, et le journal Le Monde qui vérifie certains tweets sur les réseaux ou certains commentaires avait dit il n'était pas fiché S psychiatrique, mais fiché S pour radicalisation. Il n'a pas été emprisonné pour tentative de meurtre, mais pour préparation d'un acte terroriste. Par ailleurs, il a prêté allégeance à l'État islamique avant son acte. Il s'agit d'un acte terroriste. Voilà. Donc Mélenchon, il avait écrit quoi hier soir? Un meurtre et des blessures au motif délirant de religion. Hein, parce que je dis certaines choses dans la première vidéo et que je dis que certains essayent de criminaliser ou de prétendre que les gens sont schizophrènes ou fous quand ils continuent en 2023 d'être croyants. C'est ça la vérité. Et j'ai plein de données là-dessus. Hein. Donc, c'est comme la théorie des gens, on essaie de la mettre en œuvre, puis après on dit qu'elle n'a pas existé. Le wokisme, d'ailleurs, qui vient de la French Theory, on essaie de le mettre en œuvre, puis après on dit, quand il est un petit peu mis en œuvre, que ça n'existe pas. Puis on peut prétendre que certains n'essayent pas de faire passer pour fada ou d'annihiler l'idée de Dieu dans la société. Quand on a commencé à le faire, bon, avec Denikos, c'est pas la peine. Mais vous pouvez le faire, par contre, ça peut m'arranger. Alors, je continue. Alerte, donc il dit motif délirant de religion. Voilà. Alerte commentée, sidération, compassion pour les victimes. Le meurtrier fichier cas psychiatrique. Bon, déjà, quand tu te permets de dire délirant de religion, que tu généralises et que tu dis cas psychiatrique, tu te positionnes dans la société de manière mégalomaniaque ou supérieure. Hein. Je rappelle à ces gens-là que même s'ils prétendent qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, on ne peut pas non plus tout. Aucun scientifique dans le monde ne peut prouver l'inexistence de Dieu, en fait. Non plus. Donc, sous surveillance depuis un an après 4 ans de prison pour tentative d'assassinat. Il a pourtant pu, bon. Et après, il y a en dessous ce qu'on a lu ensemble, il n'était pas fichier S psychiatrique. La réponse à Mélenchon, mais fichier S pour radicalisation. Il n'a pas été emprisonné pour tentative de meurtre, mais pour préparation d'un acte terroriste. Par ailleurs, il a prêté allégeance à l'État islamique avant son acte. Il s'agit d'un acte terroriste. Et Jean-Luc Mélenchon, voilà, et d'autres, il paraît Darmanin, a laissé entendre, voilà, c'est un défaut de la psychiatrie, parce que de toute manière, je parle comme s'ils parlaient eux, hein, peut-être Darmanin aussi, mais tous les gens qui sont croyants sont des fadas ou des schizophrènes, même si on les laisse, parce que bon, mais certains, s'ils payent leurs impôts et qu'ils ne posent pas de problème, on ne va pas tous enfermer tous les croyants, mais en gros, ils pensent comme ça quelque part. Puis quand ça va mal, un peu la taquille, hein. Je ne parle pas des musulmans, là, des gens de gauche, mais non, on n'a jamais dit ça. Mais en fait, c'est ce qui pensent fortement beaucoup d'athées et ou gens de gauche. C'est très mégalomaniaque, hein, parce qu'on ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu, c'est pas possible. Voilà. Et puis j'ai plein de documents là-dessus, mais je vais m'arrêter là. Voilà. Hein. Avec leur idéologie, voilà ce qu'a le résultat d'avoir visé les évangéliques pour ça, en gros, hein, mais beaucoup pour ça, parce que trop dynamique, mais je dis que certains sont délirants, des évangéliques qui se comportent mal, hein, je ne prends pas, mais que des gens depuis des dizaines d'années maintenant essaient certains d'annihiler toute idée de Dieu. Je l'explique dans la première vidéo, dans la vidéo 1,
que dans la page Wikipédia de Janine Tavernier, eh bien, on voit que certains, oui, depuis des dizaines d'années, essaient d'annihiler tout. Et moi, j'ai d'autres documents d'officiels de la région de Roussillon, par exemple. Et ils savent. Enfin bon, voilà. C'est pas l'objet de la vidéo. Il y a trop de choses à dire. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet principal. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir avec cette idéologie que je trouve mégalomaniaque? Eh bien, on peut voir ce résultat il y a peu, il y a 2 ou 3 jours. Ce sondage que je parle dans la première vidéo. Alors, voilà. Faites pause si vous arrivez à le lire, ou sinon, vous allez le revoir en plus grand dans. Voilà. Voilà, cette idéologie, ça n'empêche pas ça. Et j'explique dans la vidéo 1, comme avec un prof de philo qui a un diplôme de philo, que ça serait mieux pour déradicaliser les gens, plutôt que de prétendre qu'ils sont schizophrènes quand ils sont croyants, ou de parler que tous les croyants font partie d'une secte. Parce que faire partie d'une secte et schizophrénie, c'est des mots souvent employés pour ridiculiser le fait d'avoir la foi. Hein, de ces gens-là. Secte, schizophrénie, c'est un petit peu la même chose. Mais voilà le résultat, depuis les dizaines d'années qu'ils essayent de faire ça, et où qui font ça, le résultat en France de cette enquête par rapport aux musulmans. Et je ne vise pas le musulman, là. Je parle de ceux qui. Voilà. Tout ça, c'est dans la vidéo 1. Mais voilà. C'est aussi dans la vidéo 1. Si vous avez fait pause, vous avez lu, donc vous voyez où je veux en venir. Eh bien, finalement, après Darmanin et Mélenchon, des psychiatres ont parlé et ont dit, bon là je vous donne la chaîne, sur mon groupe Facebook, j'ai dit que j'écoutais de Mediapart à TV Liberté, tout le monde. Hein. Bon là je vous donne la vidéo de Gilbert Collard, Terrorisme, ils nous refont le coup du fou, qui cette fois-ci, plusieurs psychiatres ont dit non. Hein. Et Gilbert Collard, dans sa vidéo, il y a 3 jours, dit que non, des psychiatres maintenant, ceux qui veulent mélanger toutes les religions, et je dis dans la vidéo 1 que selon les religions, il y a quand même certaines nuances. On ne dit pas qui c'est qui a raison ou tort, il y a des nuances, de les nier que ça sert à rien, bon, etc. Vous voyez la première vidéo. Mais là, c'est pour ça il y a une vidéo 2, c'est aussi pour ça, eh bien, on voit que des psychiatres ont dit que ça suffit. Vous allez écouter la vidéo il faut arrêter de dire qu'il était fou et que tous les croyants sont fous, en fait, en gros. Hein. Ah, un petit peu là obligé. Là, il y a un deuxième article où c'est plusieurs psychiatres qui disent la même chose. C'est parce qu'il était un islamiste ou musulman radicalisé qu'il a fait ce qu'il avait fait. Et ça, je vous laisse deviner toutes les répercussions chez certains. Bon, là, pareil pour Mélenchon, est-ce qu'il serait content qu'on mette ça en œuvre aussi, hein? Parce qu'apparemment, euh, quand on voit les résultats de ce sondage ici, là, donc ça a été nul ce qu'il a fait depuis des années, des dizaines d'années, finalement, le résultat qu'on a eu là, il y a peu, eh ben, est-ce qu'il serait content lui aussi? Puisqu'il aime bien traiter de fou certains, ou faire partie de sectes, là j'ai des éléments aussi. Voilà. Ce qui peut, des fois, est-ce qu'il était content de ça? Alors là, c'est un article européen. Israël, c'est parlementaire qui réclame la dissolution de LFI et les partis ayant fait l'apologie du terrorisme. Voilà. Dans tout cela, si vous recoupez, tout à l'heure j'ai montré Zemmour, qui montrait l'article du Figaro, qui parle d'Academia Christiana. Ce qui compte, comme dit Academia Christiana, c'est l'état de droit. C'est qu'il y en a beaucoup qui sont contre, mais non, finalement, certains reviennent à la raison, et ils ont raison. Et comme beaucoup, ça vient de la culture gréco-latine et judéo-chrétienne, l'état de droit.
Et je suis heureux de voir qu'ils en sont. Alors, méditez sur tout ça, psychiatrie, certains, surtout pour les croyants peut-être, qui sont qualifiés de schizophrènes ou faisant partie de sectes. C'est pas que moi qui suis croyant ou qu'un autre qui peut être victime de ça. C'est tous les croyants en fait. Je dis pas que certains ne sont pas malades, sont pas des malades mentaux. Bon. Mais il y en a, on le voit ici, et il y a d'autres éléments que j'ai, je ne vais pas les donner là, tout de suite, qui voudraient que ça soit généralisé. Que l'idée de Dieu soit annihilée dans la société. Page Wikipédia de Janine Tavernier à la fin. Voilà. Vous verrez, elle dit qu'elle a vécu ça, que certains ont dit ça et ont essayé de le mettre en œuvre. Je ne dis pas que c'est bien ou mal d'ailleurs. Hein. Je ne dis pas qu'ils ont le droit ou pas. Mais de manière perverse, en piétinant la dignité humaine des gens, en le faisant passer pour fou ou comme faisant partie d'une secte, ça non. Même certains disent que ça doit se payer. Bon. Donc, alors ça là, c'est valable finalement ou pas? Monsieur Mélenchon, vu ces deux articles de plusieurs psychiatres, c'est quoi votre utilité ou est-ce que vous n'êtes pas dangereux finalement? Un petit lapin. Alors moi j'ai fait des propositions depuis des années par rapport à mes convictions sur quand on va à propos de démocrates chrétiens fédéralistes constitutionnels ou commission citoyenne européano-américaine qui sont proches d'ailleurs ce que dit euh, l'Académie Christiana à la fin de son article pour répondre à Darmanin. Et puis même quand on tape dans un de mes groupes Facebook Commission citoyenne européano-américaine, et je précise que je suis contre tous les exceptionnalismes, hein, même ou surtout celui qui est américain hein, ou anglo-saxon, contre tous les exceptionnalismes, mais pour le défendre les droits et libertés fondamentales des gens, des citoyens, où ils ont été proclamés. Je rappelle que d'autres pays, leurs droits et libertés fondamentales, entre guillemets, ne sont pas les mêmes que nous. Moi, je défends ce que nous avons. Et si on tape sur mon groupe Facebook Commission citoyenne européano-américaine et qu'on tape démocrate républicain, en plus de ce que je dis sur mon groupe Facebook démocrate chrétien fédéraliste constitutionnel et aussi dans à propos dans Commission citoyenne européano-américaine, dans Commission citoyenne américaine, si on tape démocrate républicain, on tombe sur cet article. Dans recherche, si on tape dans recherche démocrate républicain, on tombe sur cet article aussi. Ça fait la troisième proposition. Ça fait deux propositions par rapport à ce que je dis dans les à propos de ces groupes Facebook. Et dans cet article, si on tape démocrate républicain, dans la Commission citoyenne européenne-américaine, ça fait deux propositions. Plus une proposition ou réflexion dans la vidéo 1 que je fais. Je rappelle les deux premières que j'ai fait depuis il y a plusieurs années. Voilà. Voilà. Donc je parle, mais je ne parle pas en laissant les gens sans rien. J'ai des propositions. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, la forme, si elle ne plaît pas, ça m'est à peu près égal. Je le dis en autre mot, mais voilà. Il y a plusieurs vidéos. Dont celle-là, la une, que je vais rajouter un. Que dire encore? Pour finir, j'ai dit, les gens qui veulent s'attaquer, je pense qu'eux sont un petit peu fadins, hein, mais c'est réel. Hein. D'ailleurs, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui se nomme Démocrate chrétien fédéraliste constitutionnel et qui veut tout dire, ce titre. On peut le voir, hein, que les gauchos sont peut-être dangereux, hein, mais ça ne me fera pas céder, hein, ça ne me fait pas peur. En tout cas, publiquement. Intérieurement, ça ne regarde personne. Si j'ai peur ou si c'est bien ou pas d'en avoir peur. Je ne céderai pas par rapport à mes convictions parce que ce sont les meilleurs.
Alors, pour finir, vu ce qui s'est passé dans cette vidéo de Alexandre Juvin Brunet, apparemment, il a été obligé de subir un examen psychiatrique. Je parle dans cette vidéo, qui s'est bien passé, donc il faut plutôt dire qu'il n'est pas... L'image, c'est le hasard. J'ai pas choisi. Il est plutôt. Non, il doit savoir qu'il est plutôt pas moche et bon. Je choisis pas de photo pour voilà. Moi la forme, ça m'importe peu. Donc c'est la photo, voilà, c'est la mieux. Ben, il a été, on voit dans cette vidéo de 5 minutes du 23 novembre 2023 qu'il a dû subir un examen psychiatrique. Peut-être ou pas, je sais pas, à cause de sa foi, eh ben, je lui partage, et à vous aussi, avec tout ce que j'ai dit beaucoup de choses, donc vous pouvez réécouter cette vidéo. Donc, je vais lui partager, pour finir, un florilège de vidéos, et il pourra me dire ce qu'il en pense en commentaire, et vous aussi. Eh bien, aujourd'hui, la France est opposée aux mesures qu'elle a soutenues au niveau international quand il s'agit de transcrire ces mesures en droit européen. On est dans une forme de schizophrénie diplomatique qui va quand même chercher loin. Où elle rend compte d'une certaine réalité que les autres ne veulent pas voir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de schizophrénie générale. Et elle n'est pas dans cette schizophrénie. Je crois qu'il y a même une schizophrénie de la diplomatie française. C'est-à-dire, c'est comme vous l'avez. Donc une schizophrénie s'est établie dès le départ. Sauf que on aboutit maintenant à de véritables confusions de compétences. Et une véritable schizophrénie de la puissance publique qui est répartie entre d'un côté des fonctionnaires d'État, représentant les administrations centrales ou représentant l'État, du type de préfet ou administration publique, et d'autre part les collectivités territoriales, bien sûr représentées par leurs élus, mais ayant également leurs propres fonctionnaires. Et donc on a assisté à une véritable décomposition du territoire français, avec des doublons et des complications administratives extrêmement compliquées, puisque ce n'était plus simplement des élus qui avaient en face d'eux des administrations, mais c'était deux administrations qui étaient en concurrence. Et puis, quant au discours lui-même, j'ai toujours dit que ce président très sympathique avait quand même une manière de schizophrénie politique. Il a expliqué... Je pense qu'il est atteint de schizophrénie politique. Vous êtes totalement schizophrénique. Vous refusez que nous réglions les problèmes, même quand vos amis soutiennent la proposition du président de la République. Pour qui a appelé à voter au second tour l'élection présidentielle la candidate de M. Marlex? Et donc vous en faites de fait un parti allié à Emmanuel Macron. Excusez-moi, affilié à Valérie Emmanuel Pécresse Macron. et les cadres des Républicains ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc comment on peut s'opposer à un candidat qu'on a fait élire? C'est une forme de schizophrénie. Idem avec la gauche. La gauche n'est pas l'opposante Emmanuel. Ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron doit son élection à l'apport de voix de Jean-Luc Mélenchon. Donc on ne peut pas s'opposer à quelqu'un qu'on a fait élire. Et réciproquement d'ailleurs. Permettez-moi de vous rappeler que La République En Marche, et d'ailleurs plusieurs ministres l'ont déclaré, La République En Marche, lorsqu'elle n'était pas présente au second tour des législatives et qu'il y avait des seconds tours entre l'extrême gauche et le Rassemblement national, a appelé à voter pour l'extrême gauche. Donc dans aucune autre démocratie au monde mature et moderne, le pouvoir choisit son opposition. Si le pouvoir choisit son opposition, c'est que l'opposition n'est pas l'opposition. C'est encore tabou. Alors voici ce que disait Olivier Véran. Voici ce que répondait Olivier Véran. En EHPAD, s'il y avait un cas Covid dans l'EHPAD, et donc il y avait une épidémie identifiée dans l'EHPAD, et qu'un décès était suspecté Covid, on l'identifiait et on le reconnaissait comme Covid. On ne faisait pas de test PCR post-mortem, si c'est votre question. Non.
Tout est dit. Ah oui. C'est-à-dire que... Expliquez, oui. Oui, voilà, tout repose dans la formulation. Tout repose sur les éléments de langage, tout repose en fait sur le langage, sur la parole. C'est la fonction magique, la fonction créatrice de réalité de la parole. C'est-à-dire que là, on voit que un cas suspect en fait devient un cas avéré, et un cas devient une épidémie. Et donc là, en fait, Olivier Véran, alors je ne sais pas pourquoi, là, en fait, dans ce contexte-là, il a dit la vérité. En fait, il a expliqué la méthode institutionnelle de trucage des chiffres. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que, en fait, quand on est conscient de ce trucage de la réalité, comme Olivier Véran l'est, puisqu'il décrit lui-même comment il truque la réalité, comment peut-on continuer ? En fait, c'est ça qui est fabuleux. Et donc là, en fait, on a affaire à ce que George Orwell appelait la double pensée dans 1984. C'est-à-dire qu'en fait, on est conscient de ce qu'on fait, mais en même temps, on se dissocie en fait, et on devient semi-inconscient de ce que l'on fait aussi. Vous voyez, enfin, c'est des espèces de jeux de cache-cache avec soi-même. C'est une forme de dissociation schizophrénique de la personnalité. Je considère qu'en France, on est un pays égalitaire, égalitariste. C'est pas un pays dans lequel on va dire si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer là. Je ne le crois pas. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Je vous le dis, un pass où il n'y a pas un contrôle systématique, c'est un abonnement Netflix familial. Non mais c'est indispensable d'avoir du contrôle. C'est comme les codes canal, tout le monde va se les passer, etc. Donc il faut qu'il y ait du contrôle. Ça c'est indispensable. Et la logique du pass sanitaire, c'est de passer de la responsabilité, c'est rester dans la responsabilité collective, mais l'encadrer et la contrôler. Nicolas Sarkozy, vous l'avez entendu, et l'année dernière au Salon de l'Agriculture, il avait dit l'environnement, ça commence à bien faire. C'est électoraliste tout ça ? Est-ce que moi je suis convaincu que les Français sont tordus de rire en regardant ces images. Parce que qui a multiplié les contraintes environnementales sur les agriculteurs depuis 5 ans avec le Grenelle de l'environnement, c'est lui. Qui a accepté les directives de chasseurs qui contraignent les chasseurs en France, c'est lui. Et donc, c'est extraordinaire. C'est un bilan contradictoire, c'est ça que vous voulez dire ? Mais c'est plus un bilan contradictoire. C'est une schizophrénie politique qui est grotesque. J'ai même pas besoin d'en parler tellement c'est ridicule. Est-ce qu'il y a un risque pour qu'il ne soit pas au deuxième tour, Nicolas Sarkozy ? Mais il ne sera pas au deuxième tour. Parce que les Français ont quand même du bon sens. S'il est candidat pour l'instant dans ça. Ils ont quand même du bon sens. On ne peut pas les prendre pour des abrutis et des imbéciles. Nos concitoyens sont très éveillés politiquement. Ils regardent, ils analysent. On ne peut pas faire quelque chose et dire le contraire. Moi, je respecte tout. Je respecte quelqu'un qui n'est pas de mon avis. Mais ce que je demande, c'est de savoir qu'est-ce qu'il propose. Et on ne peut pas savoir ce que Nicolas Sarkozy propose pour la France, puisqu'il a dit tout et son contraire. Et je pense vraiment que nos concitoyens pourront voter François Bayrou, François Hollande, d'autres, moi-même, Madame Le Pen, etc. Mais je pense qu'ils n'en peuvent plus de ce double discours et qu'ils veulent savoir où on va. Le président de la République doit incarner un cap, un projet cohérent, et s'y tenir pendant 5 ans. Sinon, comment voulez-vous diriger la France ? C'est pas possible. Il ne peut plus rester candidat de la droite pour une raison qui touche à sa propre campagne. Il s'est présenté comme l'irréprochabilité incarnée, la statue du commandeur qui donnait des leçons de morale, et il vient de se faire taper sur les doigts. Donc il est dans une position schizophrénique maintenant. Il est le contraire de lui-même dans l'image que cette affaire donne de lui. Et je ne vois pas comment il pourrait reconstituer le pulse moral irréprochable qui vient d'éclater. Parce que l'année qu'on vient de voir s'écouler avec le Brexit, avec l'élection de Donald Trump, est marquée par les symptômes d'une mondialisation malheureuse. Ça dépend pour qui. La mondialisation heureuse, c'est quand même d'abord celle des centaines de millions de gens, chinois, désormais indiens, pays du monde en développement, qui sont sortis de la pauvreté et qui ont fabriqué une immense classe moyenne. La mondialisation heureuse,
elle relève aussi chez nous de la schizophrénie, c'est-à-dire l'ouvrier légitimement angoissé pour son job et le même qui, le samedi après-midi, va faire ses courses chez Carrefour et est un bénéficiaire de la mondialisation. Mais il bénéficie d'une qualité de vie, il bénéficie de la baisse du coût des produits, il bénéficie de toute une série d'avantages. La France est schizophrène. Elle voudrait à la fois une police d'une efficacité absolue et en même temps une liberté totale. Or, il faut concilier pratiquement l'inconciliable. Moi, tout ce que je sais, c'est que nous vivons en ce moment, et je le dis depuis longtemps, des temps extrêmement insécures, avec des gens à l'intérieur de notre pays qui ont la carte d'identité française, mais qui le détestent, jusqu'au point de vouloir tuer certains de nos concitoyens, d'accord ? Il y a également une tradition dans la police qui est quand même maintenant relativement pérenne, où nous devons faire plutôt confiance aux policiers. Le policier, c'est pas l'ennemi. Le policier, c'est notre protecteur. C'est le gardien de la paix et de la sécurité. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça dans des temps quand même assez exceptionnels? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que ça me gêne vraiment qu'on fasse des perquisitions de nuit dans les cités, par exemple? Non, ça ne me gêne pas. Oui, ça m'arrange. Est-ce que je serais gêné si un flic m'arrêtait dans ma voiture pour voir ce qu'il y a dans mon coffre? Non, ça ne me gêne pas. Oui, ça m'arrange par rapport à certains coffres. Donc par rapport à des choses comme ça, je ne veux pas être schizophrène. Est-ce que ça me gêne si les flics ne sont plus justement des gens contre qui on peut faire des cartons et qu'ils ont le droit de se défendre en temps réel? Non, ça ne me dérange pas. On va parler des unes de la presse avec vous, Hélène. Ce matin, c'est le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe qui revient, avec le chef de l'État qui a plaidé en faveur d'une union à plusieurs vitesses. Le Figaro salue le plan ambitieux d'un président qui incarnerait avec facilité, conviction et vision, je cite, la relance du projet européen. Emmanuel Macron, qui se serait livré à un vibrant plaidoyer décliné avec passion et souffle, n'a pas employé hier le mot de fédéralisme, mais il rêverait bien d'une Europe intégrée, disposant de tous les attributs de la souveraineté, selon le Figaro. Emmanuel Macron n'a pas hésité à aborder les questions qui fâchent, confirme Libération, qui salue, à l'unisson d'ailleurs du Figaro, tout arrive, la façon dont le président a dénoncé, les ravages des passions tristes, je le cite, que seraient le nationalisme et le souverainisme, accusant au passage les élites d'avoir oublié de défendre l'Europe, je le cite toujours. Un discours qui n'a toutefois pas convaincu l'économiste Benjamin Coria, qui était interrogé par Libération. Selon lui, il y aurait un décalage énorme entre le discours, l'ambition d'Emmanuel Macron et la réalité d'une Europe qui aurait échoué. Ce qui me frappe, explique aussi cet économiste, c'est le décalage entre son ambition affichée pour l'Europe et ce qu'il est en train de faire en France, chez lui. Le voilà qui nous explique qu'il faut une convergence fiscale, une convergence des salaires, l'instauration même d'un salaire minimum en Europe, alors même qu'il vient de procéder à la plus sérieuse attaque contre le droit du travail de l'histoire de France. Je cite, Benjamin Coria se dit finalement très frappé par la schizophrénie d'Emmanuel Macron. est incroyable, c'est que votre livre État des lieux du salafisme est sorti il y a un mois et pourtant il a jamais été autant d'actualité. On a vraiment l'impression qu'il est sorti après cet attentat contre ce professeur d'Arras, parce que donc le profil du tueur d'Arras, c'est qu'il est d'origine tchétchène. Et finalement, ce que vous dites, c'est qu'il y a dans les communautés de réfugiés, plus particulièrement la communauté tchétchène, il y a un terreau de salafistes qui peuvent amener à du terrorisme. Oui, j'ai voulu écrire ce livre parce que je pense que tant qu'on se focalise sur les attentats réussis ou déjoués, peu importe, on ne voit qu'une partie du problème. Effectivement, l'assassinat des professeurs, et notamment du dernier, Dominique Bernard, comme d'ailleurs celui de Samuel Paty, cochait toutes les cases. Pourquoi ? Parce que on avait famille tchétchène ou ingouche dans le second cas, mais enfin c'est la même ethnie. Accueillis comme parce que tchétchènes, c'est-à-dire les pauvres massacrés par les Russes, bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont démocrates, pas du tout. On les prend le réfugié pour ce qu'il est. Bon.
Ensuite, on s'aperçoit qu'en tout cas, les 2 assassins sont arrivés pour le premier, Anzorov à 2 ans, le deuxième à 5 ans. Et donc, ils se sont radicalisés dans leur famille. C'est pas dans l'école républicaine qu'ils se sont radicalisés. Bon. Et ils vont passer à l'acte, si vous voulez, encore une fois, avec des professeurs qui ne connaissent... Le second connaissait son prof puisqu'il avait été élève, effectivement, au lycée. Mais par contre, pour Anzorov, non. Il est obligé de venir devant le collège pour demander de l'identifier et ensuite le décapiter. Je termine sur le sujet. Le père Anzorov le félicite. Et ensuite, ils prennent leurs affaires et ils rentrent en Tchétchénie. Alors, je me pose une question sur que fait la CNDA, c'est-à-dire que fait la Cour nationale du droit d'asile. Est-ce que ça veut dire que tout individu, parce qu'il est persécuté, doit avoir un asile en France? Ça veut dire que Hitler, en 23, il aurait fallu l'accueillir, parce que le pauvre, il était réprimé par la justice allemande. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus aucun critère de sécurité qui prévaut. Et ensuite, on a cette procédure extraordinaire qui s'appelle l'obligation de quitter le territoire, qui devrait se qualifier plutôt, s'il vous plaît, voulez-vous quitter le territoire? Puisque vous savez qu'un individu a 1 mois pour quitter le territoire et que la plupart du temps, il reste sur le territoire. Alors, j'en termine, si vous voulez, dans la caricature, parce qu'une fois que vous avez un terroriste condamné, expulsable, prononcé par le juge français, mais inexpulsable au regard du droit européen, vous avez des individus qui sont logés, nourris, blanchis par la République, puisqu'on ne peut pas les expulser, qui sont mieux traités que des SDF français qui n'ont droit qu'au RSA. Bon, vous voulez que j'arrête parce que c'est pas la peine, on est dans une espèce de folie absolue. Cette folie, moi, c'est ce que j'avais l'intention de dénoncer. Regardez le rapport avec l'Algérie, il est très significatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus grand nombre d'étrangers frappés par des OQTF sont des Algériens. Or, l'Algérie ne donne de moins en moins de laissez-passer consulaires, c'est-à-dire qu'ils nous disent « gardez-les ». Donc, il y a un moment où, si vous voulez, sur le plan diplomatique, il faut accepter de taper sur la table. Et puis, encore une fois, dans la schizophrénie de la relation franco-algérienne, penser que les Algériens, c'est quand même les militaires qui sont au pouvoir depuis 20 ans, hein, donc on laisse tomber ça. Mais tout le discours des militaires pour se légitimer, c'est nous sommes les héros de la guerre d'indépendance, c'est nous qui sommes porteurs de l'identité nationale. Et donc, ils vont continuellement utiliser un discours anti-français. Or, la demande de visa est perpétuellement en augmentation. C'est-à-dire que la France est le seul pays de dérivation, si vous voulez, de cette oppression militaire en Algérie. Mais comment c'est possible? Une institution aussi extraordinaire qui permet la liberté des peuples, qui permet les avancées les plus grandes, tout à coup frappée par un scandale. Les bras nous en tombent. Donc il y aurait au sein des institutions de l'Union européenne des gens qui se laisseraient corrompre. Bon, en l'occurrence, rien de moins que la vice-présidente du Parlement, vice-présidente grecque, socialiste, Eva Kaili, chopée avec une valise de 600 000 €. Ça n'est quand même pas rien, c'est bien, c'est fait à l'ancienne. La valise de billets, d'habitude on ne voit rien, ça circule sur des comptes, c'est numérique. Non, là c'est du vrai, c'est du bon. Et puis, le nouveau secrétaire général de l'international syndical, tout de même. Là non plus, on ne tape pas dans du menu fretin. Et alors, le plus délicieux, tout de même, c'est que parmi les gens mis en cause, par la police belge, hein, attention, pas du tout par les instances de régulation des institutions européennes, non, qui sont passées complètement à côté des choses. C'est donc bien la police belge qui a mis au jour ce qui serait un scandale de corruption absolument énorme. Et donc, parmi les gens mis en cause, Pier Antonio Panzeri, qui dirige une ONG dont le nom est assez délicieux, Fight Impunity. Il y a aussi une autre ONG mise en cause, No Peace Without Justice. On est là dans la caricature absolue, d'autant plus que, donc, quel est le pays qui aurait corrompu ces braves gens? Le Qatar. Alors nous, en France,
nous sommes un tout petit peu au courant qu'il peut exister vaguement des soupçons de corruption de la part du Qatar. C'est relativement documenté. Il se pourrait même que, pour ce qui est de l'attribution même de la Coupe du Monde, peut-être, sait-on jamais. Il y a même différents livres publiés sur le sujet, l'un de notre journaliste Vanessa Ratignier, l'autre de Georges Malbruno, bref, là encore, des gens ont enquêté. Et de fait, l'argent du gaz qatari peut parfois se retrouver sous différentes formes dans des poches. Simplement, ça n'était pas encore arrivé côté Union européenne, ou en tout cas ça n'avait pas encore été prévu. Et il est assez délicieux de voir à quel point tout le monde est gêné par cette affaire. Pourquoi ? Parce que on craint que ça, évidemment, que ça ne vienne décrédibiliser cette instance merveilleuse qu'est le Parlement européen, ce lieu rêvé qu'est Bruxelles. Et tout le monde vient souligner à quel point, depuis déjà quelque temps, l'Union européenne essaye de lutter contre cette corruption. Par exemple, a été mise en place une instance pour essayer de mettre au jour les détournements de fonds européens. Oui, parce que là aussi, c'est quand même un sport national, un peu partout, notamment dans beaucoup de pays de l'Est. Le détournement de fonds européens permet d'utiliser tous les fonds qui sont généreusement versés par l'Union européenne pour le développement de ces pays, pour le rattrapage entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Et il est assez connu pour qui va en Roumanie, en Hongrie, en République tchèque, que parfois, un peu d'argent se perd. Les contribuables français et allemands s'en réjouiront très certainement, mais de fait, cette belle aventure qu'est l'Europe est visiblement à ce prix. Bref, il y a encore beaucoup de travail dans une institution pléthorique où, évidemment, le lobbying fait partie des mœurs, mais où parfois le lobbying dépasse un tout petit peu, disons, les normes autorisées. Parce que l'année qu'on vient de voir s'écouler avec le Brexit, avec l'élection de Donald Trump, est marquée par les symptômes d'une mondialisation malheureuse. Ça dépend pour qui. La mondialisation heureuse, c'est quand même d'abord celle des centaines de millions de gens chinois, désormais indiens, pays du monde en développement, qui sont sortis de la pauvreté et qui ont fabriqué une immense classe moyenne. La mondialisation heureuse, elle relève aussi chez nous de la schizophrénie, c'est-à-dire l'ouvrier légitimement angoissé pour son job et le même qui, le samedi après-midi, va faire ses courses chez Carrefour et est un bénéficiaire de la mondialisation. Mais il bénéficie d'une qualité de vie, il bénéficie de la baisse du coût des produits, il bénéficie de toute une série d'avantages.